Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je vous l'annonce, va être longue, très très longue. Donc j'espère que vous êtes pas juste en train de me regarder, j'espère que vous êtes en train de dessiner et qu'on va passer comme ça un petit peu de temps ensemble. Car aujourd'hui je fête les 5000 abonnés de ma chaîne YouTube. Et je vous dis à tous un très très grand merci pour votre présence. Merci d'avoir un jour eu envie de cliquer sur je m'abonne et de suivre mes vidéos de pastel, de dessin et un petit peu de peinture aussi de temps en temps. Ça me fait extrêmement plaisir. Il y a tout juste un an, fin septembre 2015, je fêtais mes 500 abonnés. Et donc cette année on est passé à 5000. C'est vraiment... je trouve que c'est un joli cap, donc je me suis dit qu'on allait refaire la même chose, comme l'année dernière avec une vidéo questions-réponses. Donc je vous ai demandé de me poser les questions que vous vouliez sur mon blog, ce que vous avez fait. Vous êtes une bonne trentaine à m'avoir posé une ou plusieurs questions. Et donc je vais y répondre dans quelques instants. Alors cette fois-ci j'ai vraiment... simplement communiqué ça par email, donc il n'y a que ceux qui sont abonnés à ma newsletter qui ont eu cette information. L'année dernière, j'en avais parlé sur YouTube, sur Facebook, pour essayer d'avoir vraiment beaucoup de questions. Et cette année, je me suis dit, avec 5000 personnes, ça peut faire vraiment beaucoup de questions. Du coup, j'ai vraiment mis juste quelques jours pour poser la question. Et c'est les premiers qui ont donc été sélectionnés pour passer dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder avec la question de Claudie, qui a été la première à taper sa question. Donc félicitations Claudie pour ta rapidité. Qui me dit donc bonjour, j'aimerais savoir, dans tes dessins je ne vois jamais de poussière de pastel. Est-ce dû au bâtonnet ou au crayon ou alors au papier? Car avec tous les passages de couches, cela fait de l'épaisseur. Merci à toi pour tout ce que tu nous montres et pour tes conseils. Donc Claudie, tu rejoins la question de Stéphanie, qui se demandait également comment faire pour avoir le moins de poussière possible. Donc pour toutes les deux, je vous mets le lien vers une vidéo qui est dédiée à ce sujet, qui est intitulée Comment travailler proprement au pastel sec. Donc la vidéo s'affiche en ce moment ici. Et cette vidéo, figurez-vous, est très spéciale car c'était la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. C'était la première fois que je me filmais. J'étais très stressée. Et dans cette vidéo, donc, je vous donnais un petit peu tous mes conseils pour avoir le moins de poussière possible, sachant que, pour résumer, tu as raison Claudie, quand tu dis le papier, les crayons, les bâtonnets, tout ça, ça va jouer dans la quantité de poussière que tu vas avoir. Si tu utilises des bâtonnets plus ou moins tendres, en fait si tu utilises des bâtonnets très tendres de marque par exemple Sennelier ou Schmink, ou des marques comme ça qui s'effritent beaucoup, forcément tu vas avoir beaucoup de poussière. Et si tu utilises un papier alvéolé lisse de type Canson, de type Ingress, Murano ou ce genre de papier là, tu vas également avoir beaucoup de poussière. Donc mon conseil pour toi pour en avoir moins, et d'ailleurs je réponds à une autre question, parce que quelqu'un, Janine, m'avait dit bonjour Cindy, j'ai fait une bonne bronchite pendant les vacances et mon médecin déconseille le pastel à cause de la poussière. Donc justement Janine, je te réponds aussi également. Eh bien donc mon conseil pour vous, c'est d'utiliser du papier abrasif type pastel card de Sennelier qui retient très bien les pigments, ou pastel mat de chez Clairefontaine, qui est le papier que moi j'utilise parce que je trouve que le Sennelier est très bien, il permet de faire des détails vraiment très fins, il fait vraiment des belles couleurs à vos tableaux, mais par contre il est vraiment très abrasif, donc il va user vos bâtonnets et vos crayons beaucoup plus rapidement. Le pastel mat, il est un petit peu entre les deux. Mais le Sennelier du coup retient plus les pigments. Après c'est vrai que c'est moins économique. Mais donc pour le papier, c'est ce que je vous recommande. Pour les bâtonnets, je vous recommande les Rembrandt qui sont beaucoup plus durs que la plupart des autres marques. Vous avez aussi les carrés Comté que personnellement je n'utilise pas. Je n'ai jamais réussi à utiliser ces carrés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les adorent, qui ne jurent que par eux. Moi, ils sont pas faits pour moi. Et après, au niveau des crayons, alors j'ai pas testé énormément de crayons particulièrement durs. Je trouve que les pits sont relativement durs, donc les pits de chez Faber-Castell, ceux que j'utilise au quotidien. J'ai pas de marque en tête qui soit plus dure que qui me viennent à l'esprit. Mais je pense que déjà, rien que le papier, ça joue énormément, et les bâtonnets également.
Du coup, j'ai fait d'une pierre trois coups, puisque j'ai répondu à Claudine, Stéphanie ainsi que Janine. Et puis, toujours dans le thème de la poussière, il y avait un message de Bolmont qui me demandait, j'aimerais savoir au niveau de la poussière, comment faites-vous pour ne pas salir le verso de votre feuille? Je vous remercie pour tous les conseils que vous nous apportez chaque jour et bravo pour votre travail remarquable. Merci beaucoup pour tes compliments. Alors concernant le verso de la feuille, je t'avoue que je n'y fais pas très attention parce que je travaille sur pastel mat et c'est un papier qui est très épais. Le verso de la feuille, je ne sais pas si on peut dire qu'il est plastifié, mais en tout cas, c'est pas une surface de papier classique. Du coup, je ne me préoccupe absolument pas du verso. Si c'est un problème pour toi, peut-être que c'est parce que tu utilises un papier lisse et donc tu as peur que les poussières se voient par transparence si ton papier est un petit peu moins épais. Et dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Normalement, les poussières, elles ne devraient pas venir se loger sous ton papier. Sauf si, comme je le fais parfois, pour enlever les poussières du recto de ta feuille, tu soulèves ta feuille et que tu tapes la tranche sur ton plan de travail. Donc à ce moment-là, forcément, les poussières, elles tombent sur ta table. Et après, quand tu reposes ta feuille par-dessus, du coup, ça se colle sur le verso de ta feuille. Et dans ce cas-là, il suffirait d'utiliser un support, tout simplement. Moi, j'utilise un carton à dessin du Géant des Beaux-Arts. Et de cette façon, quand je tape la tranche de ma feuille sur la table, ça tombe sur la table et non pas sur mon carton. Donc après, je repose mon carton et mon dessin par-dessus. Tu as aussi la possibilité de travailler sur chevalet si le fait de travailler à la verticale ne te pose pas de problème. Ce qui n'est pas mon cas, je n'aime pas trop travailler les pastels à la verticale. Question suivante, question d'Albert. Bonjour Cindy, une seule question, comment fais-tu pour tenir tête à tout ce que tu entreprends en le faisant aussi bien? Merci Albert. Déjà ne serait-ce que ton art, car je sais que cela prend énormément de temps, oui tu as raison. Surtout lorsqu'on y apporte la perfection comme tu le fais, mais en plus y joindre tes cours détaillés, plus tes vidéos, plus la tenue de ton blog, les réponses à chacun, etc. Merci pour tout. Merci Albert, je suis très contente que tu trouves mon travail aussi performant, c'est gentil à toi. Tu as raison, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et de toute façon, quand on exerce ce genre de métier, il faut qu'on soit prêt à y passer énormément de temps. C'est le genre de métier que l'on choisit par passion. Donc je t'avoue que même si effectivement j'ai des très longues journées et des très courts week-ends, c'est quelque chose que je fais quand même avec plaisir parce que tous les aspects que tu as cités, que ce soit le blog, les vidéos, les réponses aux gens, l'art, j'adore tout. En fait, j'adore tous les aspects du métier que je fais. Donc en fait, j'ai pas l'impression de travailler. Et ça me dérange pas, s'il y a rien à la télé le soir, que j'ai rien de prévu, ça me dérange pas du tout de répondre à mes clients à 21h30 ou à 22h. C'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment sincèrement plaisir. Donc je pense que c'est mon secret. D'aimer ce qu'on fait et comme ça, c'est pas du travail. Question suivante, question de Gis. Bonjour Cindy, je suis devenue passionnée du pastel grâce à toi. Waouh! C'est un super compliment, je suis très contente. Vraiment, merci de me l'avoir dit parce que ça me fait vraiment plaisir. Cela me prend pas mal de temps, j'adore. Tu es très engagée dans ta démarche. As-tu encore du temps libre pour faire un sport, le ménage, la cuisine? Très terre à terre ma question. Aller au cinéma, etc. J'espère que oui. J'ai commencé ton livre. Les journées sont trop courtes pour moi. Merci, tu as beaucoup de mérite et ta bonne humeur sur tes vidéos fait beaucoup de bien. Continue. C'est un très gentil message que tu m'as écrit, Gis. Je te remercie, je suis très touchée. Alors, est-ce que j'ai encore du temps libre? Donc oui, ta question rejoint celle d'Albert. J'ai pas énormément de temps libre, c'est vrai. J'ai envie de te dire, je prends mes week-ends maintenant, mais en fait, en ce moment, mes week-ends, je les passe à l'aquarelle, donc je sais pas si on peut dire que je fais autre chose vu que ça reste de la peinture. Alors, je te rassure, hein, je vais quand même au cinéma, j'arrive quand même à faire mon ménage à peu près. Je suis pas la reine du ménage, mais bon, il y a quand même un minimum, je dirais. La cuisine, oui, j'adore la cuisine en fait, c'est une autre de mes passions, donc ça oui, par contre, je trouve toujours le temps pour cuisiner. Après, le sport, je suis pas une très grande sportive,
J'ai des périodes où je vais faire du sport absolument tous les jours pendant 1 mois et demi, 2 mois, et puis après, pendant 3 mois, j'en fais plus. Ce qui n'est pas bien en fait, hein. Il vaudrait mieux en faire plus régulièrement et moins fréquemment. Mais je ne sais pas, je ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, c'est tout ou rien. Donc en ce moment, je te dirais que tu me fais un peu culpabiliser parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport. Ensuite, alors, message de Bob. Bonjour, je te suis chaque jour et je voudrais savoir si ton dernier livre numérique existe ou existera façon papier. Merci pour tous tes conseils. Pour le moment, j'ai délaissé un peu le pastel car son seul défaut, c'est qu'il faut encadrer sous verre. Et à force, ça fait un budget. Et je me suis mise à la peinture au couteau qui semble me plaire beaucoup aussi. Belle journée. Alors, donc ta question c'était est-ce que mon dernier livre numérique existe ou existera façon papier? C'est pas prévu au programme, malheureusement. J'ai été en contact avec des maisons d'édition, notamment grâce à une de mes abonnées qui m'a gentiment mise en contact avec la maison d'édition pour laquelle elle travaille. Et il s'est avéré que cette maison d'édition était intéressée pour publier mon livre, mais à la condition que celui-ci soit retiré de la vente au format numérique. Donc en fait, je perdais tous les droits de mon livre pour leur céder l'entière exclusivité, ce qui pour moi n'était pas acceptable. Donc pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Je sais que vous êtes plusieurs à espérer une version papier. Il y a aussi Jean-Luc qui avait posé la même question que toi. Donc pour le moment, ce n'est pas prévu malheureusement. Il y a Joël qui m'a proposé de faire ça en auto-édition parce que lui, il travaille dans une imprimerie. Et c'est vrai que ce serait déjà plus acceptable, mais le problème, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire gérer les impressions, le stockage, l'emballage, l'expédition. J'ai déjà un emploi du temps qui est assez chargé, je pense que vous l'avez compris. Donc pour moi, pour l'instant, cette solution n'est pas non plus envisageable. Donc c'est pour ça que il va rester numérique pendant encore quelques temps. Combien de temps, je ne sais pas. Mais voilà, je suis désolée pour ceux qui préfèrent lire les livres sur papier. Moi aussi, j'aime beaucoup le papier, mais en fait, je me dis, je préfère le sortir au format numérique et en faire profiter le plus grand nombre plutôt que de me dire, bon, bah, j'attends, de pouvoir trouver une solution et au final, le livre ne sort jamais, quoi. Donc comme ça, je pense que le plus important, ça reste le contenu. Voilà, j'ai essayé de faire mon maximum, en tout cas. Pour l'instant, c'est pas parfait, mais j'y travaille. Je laisse pas tomber l'idée d'un livre papier. Je vais continuer à me renseigner. Et de toute façon, vous serez au courant si jamais je trouve une solution. Et si jamais quelqu'un qui travaille pour une maison d'édition qui ne réclame pas l'exclusivité des droits du livre passe par là, je suis ouverte à toute discussion. Question suivante, question d'Anita. Bonjour Cindy, ma question étant, combien de pastels tout confondu fais-tu par jour et sur combien de jours de la semaine? Alors Anita, je pense que tu imagines que je fais plusieurs tableaux par jour. Non, non, là non, non. Vraiment, je ne peux pas faire plusieurs tableaux par jour. Avant, il m'est arrivé d'en faire jusqu'à un par jour sur de toutes petites périodes, mais c'est quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui. Parce que même si voilà, je l'ai fait et même si je regrette pas de l'avoir fait parce que j'ai vraiment donné le maximum et que j'ai fait de mon mieux pour fignoler tous les détails. Aujourd'hui, ce n'est plus ma façon de faire. Aujourd'hui, je préfère prendre vraiment le temps et quitte à y passer 3-4 jours, mais au moins tout est vraiment... Mais quand je dis 3-4 jours, c'est pas genre de 9h à 18h, hein. Ça va être 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Et revenir constamment dessus et réajuster constamment et je pense que ça correspond beaucoup plus à ma façon de faire et ça me permet d'avoir de bien meilleurs résultats plutôt que d'y passer toute la journée et au final le soir j'ai une tête comme ça, je vois plus les défauts et il y a des choses auxquelles je peux passer à côté donc voilà. Alors combien par semaine par exemple bah là encore, c'est très difficile pour moi de répondre à ta question parce que ça dépend complètement en fait. Ça dépend du format, ça dépend des sujets, ça dépend du nombre de sujets. Là, je viens juste de commencer un tableau avec 6 sujets.
Donc lui, il va m'occuper pour une bonne semaine, je pense, peut-être même un peu plus. Donc ouais, c'est juste malheureusement impossible pour moi de répondre précisément à ta question. Sache que en ce moment en plus le pastel, mes journées sont partagées entre pastel, peinture à l'huile, aquarelle et même stylo bic depuis récemment parce que je participe au Inktober Challenge organisé par ma copine Renata. D'ailleurs, je vous mets l'adresse de son blog en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Il s'agit de faire un croquis à l'encre par jour pendant tout le mois d'octobre, donc pendant 30 jours. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre, même en cours de route, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, désolée Anita, c'est pas une réponse très précise, mais là, c'est tout ce que je veux faire. Ensuite, question de Manon. J'ai acheté un canevas dans un grand magasin, je voudrais changer quelques couleurs pour aller avec mon nouveau décor, ce sont des fleurs. Puis-je le faire? Et ce, avec quelle sorte de peinture serait le mieux? En attendant de peindre moi-même ma toile. En passant, tu as un grand talent. Donc en fait, Manon, si je comprends bien, tu as acheté une toile déjà peinte dans un magasin et tu voudrais savoir si tu peux la modifier ou pas. Moi, personnellement, je le ferai pas parce que j'aurais peur qu'ils aient passé un vernis dessus qui fasse briller. Et toi, en fait, si tu rajoutes ta peinture, et ben, du coup, tu vas avoir une différence de tonalité. Tu vas avoir là où tu n'as pas passé ta peinture, ça risque d'être brillant. Et là où tu passes ta peinture, ça risque d'être mat. Enfin, moi, je sais que j'aurais peur de créer une différence. Et donc, je ne m'y risquerai pas personnellement. Je pense que si j'étais à ta place, je commencerai une nouvelle toile et je ferai la toile telle que je la veux directement. Au moins, pas de mauvaise surprise. Après, je sais pas, je suis pas du tout une spécialiste. Déjà, moi, c'est plutôt le pastel. Donc, je suis pas la meilleure personne à qui poser cette question. C'est juste ma réflexion là comme ça. Ensuite, question de Floriane. Bonjour Cindy, quelle méthode faut-il utiliser? Ou bien, combien de temps cela prend-il pour pouvoir réaliser ses propres compositions sans faire du recopiage? Je suis plutôt douée pour reproduire un dessin à partir d'un modèle, photo, dessin, paysage, mais je n'arrive pas à m'en détacher. Lorsque je veux réaliser un dessin plus complexe, je suis obligée d'aller chercher chaque élément du dessin que je veux réaliser sur Internet. Chaque élément du dessin que je veux réaliser sur Internet. De les reproduire et de les assembler. Donc en gros, je n'arrive pas à dessiner ce que je visualise dans mon imaginaire sans modèle, ou cela ressemble à un dessin d'enfant. Peut-être y a-t-il des exercices à faire, ou c'est seulement de la patience. En tous les cas, merci pour tes cours, astuces et ton implication. Donc, Floriane, comment te dire? Je suis peintre sur commande. Donc en fait, mon métier, c'est de reproduire des photos. Ce n'est pas du tout de créer des œuvres de mon imaginaire. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je dis pas que ça m'intéressera jamais. Hein, c'est juste que pour le moment, je n'ai juste aucune crédibilité pour répondre à ta question. Mais alors aucune. La seule chose que je peux te dire, c'est que en ce moment, je fais des aquarelles un petit peu plus folles. Et dans ce cas-là, je fais pas directement mon aquarelle, jamais. Je fais d'abord un croquis. Une fois que j'ai mon croquis, je refais un autre croquis, mais cette fois-ci, j'y mets mes couleurs pour voir si les couleurs ça matche bien, si ça rend bien. Et après seulement, je fais mon aquarelle. Maintenant, je pense que c'était pas ça ta question. Ta question, c'était plutôt comment faire pour obtenir des bonnes proportions sur un sujet que tu as imaginé. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est que tu ailles voir le blog de mon ami Pete, qui lui est complètement spécialisé là-dessus et qui t'apportera beaucoup plus de solutions, beaucoup plus concrètes. Donc à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont envie d'apprendre à dessiner d'imagination, allez voir le blog de Pete parce que pour moi c'est la référence en français sur ce genre de dessin. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que je ne peux pas le mettre directement sur la vidéo, donc vous déroulez la barre d'infos et vous aurez son lien si vous regardez cette vidéo sur mon blog. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ensuite, question de Michel. Bonjour Cindy, avec tes vidéos que j'ai commandées, le portrait de Karl, de Caramel, les coquelicots et tes livres, débuter le pastel sec et le dernier né, sans compter tes tutoriels, j'arrive à mettre du relief, de la lumière dans mes pastels. Ce qui me chagrine, c'est au niveau des couleurs.
C'est pour moi fastidieux, mais je vais y arriver. Merci Cindy, tu es courageuse, ton travail est super. Alors merci Michel, il n'y a pas de questions en fait dans ton message, mais je pense que tu voulais savoir un petit peu mes réflexions sur tes difficultés à trouver les bonnes couleurs. Et c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour choisir les couleurs idéales. Beaucoup de personnes se sentent bloquées et perdues. Je pense que c'est une question de déclic en fait. Je pense qu'il y a un moment où tu te dis cette couleur-là, je suis pas sûre que ce soit ce qu'il me faut, mais je vais quand même la mettre et puis on verra bien ce qui se passe. Et en fait, très souvent, c'est pas vraiment le choix d'une seule couleur qui va faire que ton tableau est réaliste ou pas. En fait, c'est le fait de juxtaposer plusieurs couleurs les unes à côté des autres. En fait, c'est difficile à expliquer, mais si tu mets une couleur complètement dépourvue de contexte sur une feuille blanche, c'est pas du tout la même chose que si tu mets une couleur à côté de plein d'autres. En fait, si tu veux, les couleurs interréagissent les unes avec les autres. Donc c'est pour ça que c'est complexe. C'est parce que un gris foncé, si tu le mets à côté d'un noir, il va paraître clair. Tu vois ce que je veux dire ? Tout est relatif en fait. Et le fait de suivre les cours, justement, ça te permet aussi de mémoriser parce que du coup, je trouve que c'est bien ces cours vidéo parce que ça te permet de t'enlever en fait ces choix. Et du coup, tu prends des couleurs auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé par toi-même. Et du coup, tu vas les mémoriser et tu vas les ajouter à ton expérience. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Donc voilà, du coup, Michel, je te dirais ce simple conseil, réfléchis moins et écoute plus ton instinct parce que souvent notre instinct est justement de bons conseils. Question de Françoise. Bonjour Cindy, je voudrais savoir comment tu fais pour fixer tes pastels sans que cela ne ternisse les couleurs. Je ne mets pas systématiquement mes pastels sous verre, mais je les encadre avec un passe-partout. Je les range avec des pochettes plastiques prévues à cet effet. Oui, c'est ça que je voulais dire, j'ai oublié. Ah, oui, tout à l'heure dans la question de Bob, la deuxième partie de ta question, c'était que j'espère que vous arrivez à me suivre. Hein. Mais je reviens en fait à une précédente question à laquelle j'avais oublié de répondre. Bob me disait donc que le défaut du pastel, c'était qu'il fallait l'encadrer sous verre. Mais oui, tu n'es pas obligé d'encadrer tous tes dessins. Tu peux très bien les conserver dans une pochette à dessin avec des feuilles, tu sais, des feuilles de papier cristal, celles qu'on trouve dans les blocs de papier pour pastel. En général, toutes les feuilles sont séparées par une feuille, on dirait du papier sulfurisé. Et tu peux les mettre donc, tu peux ranger tes dessins au pastel dans une pochette intercalée avec ces feuilles-là qui ont la particularité de ne pas absorber les pigments. Et de cette façon, tu n'as pas besoin de tous les encadrer et ton budget sera content et tu pourras continuer à t'exercer autant que tu le souhaites. Donc je reviens à la question de Françoise qui nous disait donc je ne mets pas systématiquement mes pastels sous verre, je les encadre avec un passe-partout, je les range avec des pochettes plastiques prévues à cet effet. Très bien. Donc je suis obligée de les fixer pour ne pas les abîmer et je les trouve toujours plus ternes après. Y a-t-il une astuce ? J'apprécie beaucoup ce que tu fais, je viens de télécharger ton nouvel e-book et j'ai commencé à le survoler. Merci pour tous tes conseils. Alors François, j'espère que mon e-book te plaira. Pour ce qui est de ta question, je te renvoie à ma vidéo dédiée au fixatif si tu ne l'as pas déjà vue. Donc elle s'affiche en ce moment. J'y explique un petit peu comment faire pour déjà bien fixer parce que c'est vrai que si tu approches trop notamment la bombe de fixatif de ton pastel, eh bien tu vas abîmer les pigments et j'y conseillais également d'utiliser du papier abrasif parce que c'est un papier qui ne nécessite pas de fixatif. La dernière fois, j'ai encadré mon petit rouge-gorge, justement celui qui clôture l'ouvrage sur les animaux domestiques au pastel, et je ne l'ai pas fixé du tout. Je l'ai mis directement avec passe-partout et sous verre. Alors certes, sous verre, mais je pense que du moment que tu utilises un passe-partout, tu devrais pas avoir besoin de fixer si tu utilises un papier abrasif. Par contre, si tu utilises un papier alvéolé plus classique, dans ce cas-là, oui, il va falloir fixer. Malheureusement, parce que tu as raison, hein, ça, même en fixant bien, ça modifie quand même les couleurs, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Question suivante, question de Joël. Bonjour Cindy,
reste toujours aussi naturel que tu l'es sur tes vidéos. C'est avec plaisir que je visionne et écoute tes messages, malgré le fait que je ne sois pas toujours adepte du pastel. Je te suivrai car tu es trop sympathique. Oh, merci Joël, super gentil. Vous êtes super gentil dans vos messages, vraiment. Je vous soupçonne d'essayer de me faire rougir dans la vidéo. J'aimerais que tu retraces ta biographie si ce n'est déjà fait et je te souhaite une excellente vie. Merci Joël. J'ai déjà retracé pas mal de fois ma biographie dans mes vidéos, donc je ne voudrais pas me répéter et ennuyer ceux qui suivent, justement ceux qui ont déjà visionné ces vidéos-là. Par contre, je t'invite à consulter la rubrique à propos de mon blog qui se trouve dans le petit menu en haut, le petit menu horizontal, et tu en sauras plus sur ma vie, mon parcours, mes goûts, etc. Question d'Alexandra. Bonjour Cindy, comment faire un chat blanc au pastel? J'ai un chat qui est blanc avec des taches rousses. J'aimerais le faire au pastel. Je vous envoie la photo de mon chat. Merci. Alors Alexandra, malheureusement, c'est une question qui est trop vaste pour que je puisse y répondre parce que comment dessiner un chat, ça implique comment dessiner déjà le chat, comment faire les oreilles, les yeux, la truffe, mettre en couleur, etc. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à ta question. Par contre, je te donne le lien qui s'affiche en ce moment ici sur le cours qui est dédié au portrait de Caramel, qui n'est pas un chat. Certes, c'est un cavalier King Charles, mais lui aussi, il est roux et blanc. Alors, je pense que tu pourras y apprendre pas mal de choses pour faire le portrait de ton chat. Parce qu'en fait, le poil du cavalier King Charles, bon, il est quand même différent du poil de chat, mais je trouve qu'il s'en rapproche parce qu'il est particulièrement doux. Et ouais, je pense que la façon de faire est assez similaire. Et tu pourras également voir quelle couleur j'ai utilisée pour faire le blanc et pour faire le roux de Caramel. Après, si tu veux quelque chose de moins précis, si tu veux savoir faire un petit peu tous les types de chats, tu as aussi mon e-book, petite minute publicité, sur les animaux domestiques au pastel. Excusez-moi, il y a un jet des chênes qui vient de se poser sur l'arbre en face de moi. Il est magnifique, pardon. Donc oui, mon livre est beaucoup plus générique. Donc notamment, il va t'apprendre à faire des yeux, une truffe de chat, des babines de chat. Et je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de petits pas à pas parce que du coup, après tu peux faire le chat que tu as envie de faire, quoi, le tien, celui de ton ami, ou un beau chat que tu as vu sur internet et qui t'a plu et que tu as envie d'immortaliser pour décorer ton appartement, je ne sais pas. Ensuite, question de Gilbert. Bonjour Cindy, je regarde souvent par le biais d'internet les portraitistes Place du Tertre à Paris. Je les vois mettre des traits au bâtonnet et facilement fondre avec les autres couleurs. Oh, j'aimerais bien voir ces vidéos, je vais les chercher. Alors si tu peux me donner le lien, ça m'intéresse, ça doit être très sympa. Mon problème, c'est qu'avec le papier pastel mat, j'ai un trait... Alors, je pense que tu as eu une faute de frappe, du coup je ne comprends pas ta phrase. Donc je vais sauter les mots. Il est presque impossible d'étaler la couleur. Ok. Que penses-tu qu'ils utilisent comme papier? Donc en fait, Gilbert, ce que tu veux savoir, c'est pourquoi sur pastel mat le pigment ne s'étale pas et est-ce que ça vient du papier ou pas? Oui. Donc effectivement, le pastel mat retient beaucoup plus les pigments et du coup, par conséquent, tu peux pas étaler le pastel aussi facilement que tu pourrais le faire sur du papier lisse. À mon avis, sans avoir vu les vidéos en question et sans avoir eu la chance de voir ces portraitistes en live, ça m'étonnerait pas qu'ils utilisent un papier style Ingress ou quelque chose comme ça. Je pense que dans tous les cas, c'est un papier alvéolé, donc effectivement, à peine tu touches ton pigment que ça s'étale vraiment facilement. Après, le type de pastel doit jouer aussi certainement s'ils utilisent des senneliers ou des schminks. Ce sont des pastels extra tendres, donc ils s'étalent extrêmement facilement aussi. Tu peux très bien faire le test à moindre coût sans investir beaucoup d'argent en t'achetant une pochette de papier canson tout à fait classique et tu verras que ça n'a rien à voir. Tu l'étales beaucoup plus facilement. Après, ça a aussi ses inconvénients, hein, mais au moins tu testes les deux. C'est bien d'essayer les deux et de choisir après celle qui te convient le mieux. De toute façon, c'est ce que je recommande. Question suivante, question de David.
Bonjour Cindy, merci pour tous tes conseils. Bravo pour tout ce que tu fais. Je suis intéressée par le pastel. J'ai commencé par la peinture à l'huile, mais par quoi devrais-je commencer par le pastel dans un de tes cours? Alors Daniel, et tu as... Pourquoi Daniel et David? Bon, tu as signé Daniel, mais tu as mis en pseudo David, donc... Cher Daniel David, mes cours sont classés par ordre de difficulté, en fait, quand tu vas sur la page des cours vidéo. Donc si tu parlais bien des cours vidéo, le plus accessible, c'est le cours dédié au coquelicot. Je te recommande de commencer par celui-ci, même si tu peins à l'huile. Après, je ne sais pas à quel point tu maîtrises la peinture à l'huile, mais il y a quand même un gros écart entre la peinture à l'huile et le pastel sec, et j'ai peur que tu sois un peu décontenancé devant le caractère poussiéreux du pastel qui change complètement de la peinture, quoi. Donc moi je serais toi, je commencerais par le plus facile. Après, si tu parlais pas nécessairement des cours vidéo, je te recommande plutôt de commencer dans ce cas-là par le livre Débuter le pastel sec, mes basiques et secrets de réussite, qui lui va vraiment couvrir les bases, vraiment les fondamentaux du pastel pour quelqu'un qui ne connaît pas cette technique. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Je pense que c'est bien de commencer par ça. Et si tu le souhaites, tu as le pack notamment qui comprend livre et cours sur les coquelicots, je trouve le cours sur les coquelicots est vraiment bien pour commencer, qui te permettra de mettre en application tout de suite ce que tu as appris dans le livre. Sachant qu'il y a aussi des petits pas à pas en photo dans le livre. Donc voilà. Question suivante. Question de Christine. Bonjour Cindy, j'adore la peinture et grâce à toi, j'ai découvert le pastel que j'adore. Oh bah ça me fait plaisir, merci Christine. Tes e-books sont très intéressants et instructifs et te suivre sur Facebook ou sur ton blog est vraiment génial. J'ai du mal à choisir au niveau des couleurs. Je voudrais donc savoir la différence qu'il y a entre les marques de crayons Caran d'Ache, Faber-Castell, Carbothello, Derwent et à quel moment les utiliser car je pense qu'ils doivent donner un rendu de couleurs différentes au niveau du poil. Dans tous les cas, merci pour ta gentillesse et tout ce que tu fais pour nous permettre de nous améliorer dans cette pratique. C'est moi qui te remercie Christine pour tes gentils compliments. Je ne vais pas pouvoir te faire de descriptif détaillé de chaque marque parce que notamment Carbothello je l'ai jamais testé et Caran d'Ache non plus, alors que ce sont des marques hyper connues et hyper plébiscitées. Donc honte à moi, je n'ai jamais essayé ces marques-là. En fait, je suis tombée en amour avec les Faber-Castell et je t'avoue que du coup, j'ai jamais eu le besoin d'en essayer d'autres. Au début, j'en avais d'autres. J'avais des crayons Conté à Paris, des Derwent que j'ai lâché complètement, et d'autres marques d'ailleurs que je n'ai plus en tête. Mais pour moi, ça valait pas du tout les pites de Faber-Castell. Du coup, pour te répondre, en fait, le plus simple, c'est de garder une seule marque parce que du coup, t'as pas les problèmes des différentes textures. Donc ça, c'est si tu débutes. Mais de ce que j'ai compris, t'es pas forcément débutante. Donc tu peux très bien mélanger les marques de pastel, il n'y a pas de souci. En fait, ce qu'il faut, c'est aller du plus dur vers le plus tendre. C'est-à-dire, en d'autres termes, t'as certains crayons qui s'étalent très facilement et d'autres qui s'étalent très peu. Donc en fait, il faut que tu commences par ceux qui s'étalent peu et que tu termines par ceux qui s'étalent le plus. Donc tu vas comme ça du plus dur au plus tendre. Et de cette façon, normalement, tu ne devrais pas avoir de soucis pour que les couleurs se voient bien. Parce que plus un crayon est tendre, plus il est couvrant. Donc plus il va ressortir par-dessus les autres. Maintenant, ça dépend aussi de l'épaisseur de ta sous-couche. Si tu travailles avec beaucoup de couches de pastel, au bout d'un moment, ton papier est saturé. Donc même en procédant ainsi, il est possible que ta dernière couche ait du mal à se voir. Mais ça, c'est la pratique après. Hein. Et apprendre à connaître ses crayons. Et voilà, question d'entraînement. Donc ça va venir, ne t'inquiète pas, Christine. Ensuite, question de Janine. Ah non, j'ai perdu ma page. Alors attends. Question de Janine. Bonjour Cindy, ayant commencé doucement le pastel sur simple papier canson mi-teinte, je constatais bien vite qu'apparaissaient de minuscules points blancs dans mon dessin. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté une grande feuille de mi-teinte canson abrasive. Donc ça doit être mi-teinte touch. Hélas, le résultat n'est pas le même. Ah non, le résultat est le même, oui.
Est-ce que je charge trop le papier? Qu'en penses-tu? J'aimerais essayer le pastel mat si je savais que cela éviterait ce problème. Je profite de ce mot pour te dire toute mon admiration. Plein de belles et bonnes choses à toi, Janine. Merci, Janine. Alors, je te conseille pas forcément de passer au pastel mat maintenant. En fait, ce que je te conseille, parce que oui, ça va sans doute résoudre le problème, ou du moins, ça va être plus facile pour toi. Mais je te conseille quand même de rester sur le papier que tu as en ce moment et d'apprendre à maîtriser ça. Parce que tant que tu le maîtrises pas vraiment bien, tu n'exploiteras pas le pastel mat, à mon avis, à sa juste valeur. Et il vaut mieux que tu travailles, parce que c'est possible. C'est tout à fait possible d'avoir un tableau très détaillé, très lisse, très beau sur du canson ou sur du canson mi-teinte. Et en fait, le fait, si tu veux, de toi d'apprendre à le maîtriser, quand tu vas passer au pastel mat, du coup, tu vas faire des trucs de fou. Donc, je pense qu'il vaut mieux que tu apprennes à maîtriser ces alvéoles. Parce que tu me dis, est-ce que je charge trop le papier? Je pense que c'est plutôt que tu le charges pas assez, en fait, parce que ces points blancs, c'est ton papier qui ressort, en fait, au travers de ta matière. Donc, c'est que tu ne déposes pas assez de matière ou que tu ne l'étales pas assez. Donc, pour l'étaler, il faut que tu fasses vraiment des petits gestes. Tu travailles avec ton crayon, avec ta mine, que tu remplisses ces petites alvéoles, et tu vas voir, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça te permet d'avoir un joli résultat. Enfin, moi, si j'étais toi, en tout cas, c'est ce que je ferais. Bon, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Et du coup, quand je suis passée au pastel mat, ça a été, waouh, la révélation. Donc, à mon avis, ça vaut le coup de galérer encore un petit peu. Mais comme ça, tu vas apprendre, tu vas engranger de l'expérience et ça va être très utile quand tu vas passer sur un papier plus haut de gamme. Question suivante. Question de Claude. Merci Cindy pour ton dernier ouvrage. Dans le chapitre concernant les yeux des animaux, il me semble que les dessins ont été réalisés sur papier, sûrement le mi-teinte canson. Non, c'était pas canson, c'était Daler René. Mais c'est pareil, c'est globalement même rendu. Jusqu'à ce jour, j'ai toujours utilisé le pastel mat, bien qu'il soit un peu plus gourmand pour les pastels. C'est vrai, t'as raison. J'ai beaucoup de mal à rendre un aspect sphérique dans le relief des yeux, les miens sont plus plats. D'où vient ce manque de relief qui donne un aspect vivant que tu sais si bien rendre? Merci pour tes nombreux conseils, continue à nous régaler de tes tutoriels. Ah oui, excuse-moi, je t'ai appelé Raymond, mais c'est ton nom de famille, c'est Claude ton prénom, excuse-moi. Claude. Donc Claude, pour les yeux, une chose est sûre, ça ne vient pas du papier. Parce que là, je l'ai réalisé effectivement sur du papier type alvéolé, volontairement pour vous montrer qu'on peut avoir un résultat réaliste sur n'importe quel type de papier. Mais sinon, mon papier de prédilection, c'est le pastel mat. Donc ça ne vient pas du papier, c'est sûr. C'est simplement à la pratique. Moi, je te recommande de faire les pas à pas du livre. Vraiment, prends cette peine parce que c'est vrai que il y a des gens qui se disent bon bah c'est bon, j'ai lu, j'ai compris, mais entre lire et appliquer, c'est vraiment très différent. Donc je te recommande vraiment de faire les exercices pour comprendre la démarche. Tu verras, il y a la photo et il y a vraiment toutes les explications pour chaque étape. Je pense que c'est vraiment bien détaillé. Enfin, j'ai essayé de détailler un maximum, de ne rien passer sous silence. Donc tu as toutes les clés pour avoir les mêmes yeux que ce que j'ai fait. Après, c'est sûr qu'il y a une histoire de coup de crayon aussi, enfin de coup de main qui s'acquiert au fur et à mesure, hein, mais de toute façon, il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, tout simplement. Ensuite, question de Isabelle. Bonjour, j'aimerais beaucoup une petite explication concernant les gouttes d'eau au pastel, la transparence, le reflet, comme sur les feuilles, dans le lit d'un cours d'eau, un lac, ce serait super gentil, merci d'avance. Alors Isabelle, je vais te faire la même réponse que celle que j'ai faite un petit peu plus haut à la personne qui souhaitait immortaliser son chat. Malheureusement, c'est une question trop vaste pour que je puisse te répondre précisément. C'est vrai que par contre, tu me fais prendre conscience que je n'ai pas vraiment de tutoriel dédié à la transparence, hormis les tutoriels sur les yeux, puisque les yeux, il y a quand même un petit peu de transparence. Donc je prends bonne note de ta question et je te préparerai un petit tuto YouTube pour l'eau. Il y a quand même une vidéo, je ne sais pas si ça peut t'intéresser ou pas, mais quand tu commandes le livre Débuter le pastel sec, mes basiques et secrets de réussite, en cadeau tu reçois la démonstration non commentée.
mais en temps réel, d'un bord de mer, donc avec une vague. T'as absolument toute la vidéo, tu loupes rien, c'est juste que il n'y a pas de commentaires et il n'y a pas non plus la liste du matériel. Mais voilà, ça peut quand même, je pense, beaucoup t'apporter sur la façon de faire l'eau et ses reflets. Question suivante, question de Nicole. Comment faire les yeux d'Iron pour avoir la transparence? Donc Iron, c'était un chat tigré que j'avais mis en pas à pas sur mon blog. Quelles sont les couleurs employées? Alors Nicole, tu m'avais déjà posé cette question-là dans les commentaires de l'article sur Iron et je t'avais répondu que malheureusement je n'ai pas noté les couleurs. Quand je fais un portrait, je réfléchis pas. Si c'est pas filmé, si je fais pas un cours, je regarde pas les numéros des couleurs, je retiens pas spécialement, tu sais, je prends et je réfléchis pas quoi. Donc je suis désolée, je n'ai pas la liste. Par contre, tu trouveras dans mon e-book que je crois que tu m'as dit que tu l'avais téléchargé, il y a pas mal de pas à pas pour faire les yeux et notamment les yeux de Dexter, enfin l'œil de Dexter. Un œil bleu, donc pas vert mais bleu et tu pourras donc voir exactement comment j'ai fait pour faire les reflets et cet aspect un petit peu translucide de l'œil de chat. Question suivante, question de Pierre. Bonjour Cindy, merci pour tes conseils avisés. Ma question est, comment faire lorsque je veux dessiner par exemple des poils blancs sur un fond foncé pour que le crayon blanc ne se salisse pas tout de suite et empêche de continuer proprement? Merci d'avance. Pierre, si tu trouves la réponse à cette question, préviens-moi. Parce que, évidemment, le pastel étant ce qu'il est, si tu passes du blanc sur du foncé, oui, forcément, tout de suite, ton crayon va se salir. Alors, il y a une petite astuce qui consiste à tourner la mine sur elle-même au fur et à mesure pour pas avoir à la nettoyer trop souvent, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Malheureusement, il faut nettoyer ta mine si tu ne veux pas salir le reste de ton tableau. Ensuite, Odile me demande comment rendre le mouillé d'une truffe ou d'un œil. Odile, je te renvoie à mon dernier livre qui t'expliquera comment faire plein d'yeux différents et aussi des truffes et une truffe noire particulièrement humide. Et tout est détaillé, donc tu verras tous mes secrets pour obtenir cet effet mouillé. Ensuite, question de Florent. Bonjour Cindy, tu es belle, intelligente et douée. Serais-tu par hasard célibataire? Dans le cas contraire, accepterais-tu de m'épouser? Alors Florent, merci pour ta question. Je pense que c'est une coïncidence, mais tu as le prénom de mon ex. Et du coup, ça me perturbe un peu. Mais non, je ne suis pas célibataire. Merci de poser la question. Je suis en couple depuis 7 ans. Et bien que une chose est sûre, tu sais parler aux femmes, je ne suis pas intéressée. Je suis très heureuse en couple. Question suivante, question de Stéphanie. Bonjour Cindy, que peux-tu donner comme conseil pour l'esquisse à main levée pour certains sujets? Oh, excusez-moi, j'ai du mal à... La question est longue, du coup je me suis perdue. Alors, la question est, j'ai du mal avec la taille du dessin. Par exemple, pour une fleur, elle va être bien proportionnée, mais pas adaptée à la taille du papier. Soit elle est trop petite, soit elle est trop grande. Certains pétales vont sortir du papier. Et pour le quadrillage, peut-on utiliser un crayon à papier ou autre sur pastel mat? Alors, Stéphanie, si tu as ces problèmes de cadrage, qui sont des problèmes assez fréquents finalement, il y a beaucoup de personnes qui ont ces soucis-là, c'est parce que quand tu commences ton esquisse, en fait, tu commences tout de suite à détailler ton dessin. Ce qu'il faudrait, c'est que tu détermines plutôt directement ta zone. Alors pour ça, je te renvoie à la vidéo que j'avais faite sur les formes géométriques. Donc elles affichent en ce moment comment simplifier son dessin en forme géométrique simple. En fait, si tu veux, l'astuce, c'est au lieu de te lancer et de dire voilà, je vais commencer par les yeux de mon animal et puis je vais faire tout autour et puis ah mince, les oreilles elles sortent. Et ben en fait, tu vas dire voilà, la tête de mon animal, elle a une forme elliptique globale, donc tu vas faire ton ellipse sur ta feuille et là tu vas t'assurer qu'elle soit bien cadrée. Et après seulement, une fois que tu as ce premier cadrage, tu vas faire ton croquis. Et évidemment, si tu travailles sur pastel mat, tu vas choisir une couleur qui est très proche de la couleur de ton papier pour pouvoir gommer après. Ou alors,
tu vas faire un arrière-plan qui va venir recouvrir tes traits de construction, parce que du coup, finalement, effectivement, tu vas avoir des traits de construction. Si tu fais du quadrillage sur pastel mat, tu peux très bien, rien ne t'oblige en fait à quadriller toute ta feuille, parce que quand tu vas quadriller, en fait, tu vas repérer tes carreaux uniquement ceux qui passent sur le sujet, si tu veux. T'es pas obligé de commencer à chaque extrémité, enfin de commencer à l'extrémité gauche et de finir à l'extrémité droite de ta feuille. Tu peux ne faire que la ligne qui est sur ton sujet. Et de cette façon, tu n'auras pas à gommer autour de ton sujet. Et crayon à papier, moi je te le conseille pas. Je sais pas si c'est possible. Je pense que le graphite et le pastel se mélangent pas. Peut-être que c'est possible quand même si vraiment tu as une main très légère et que tu utilises un crayon type H, tu vois, un truc vraiment très très léger, très fin. Mais à mon avis, il vaut mieux que tu utilises un crayon pastel vraiment proche de la couleur de ton papier. Ça me paraît mieux, il se fondra mieux après avec ton pastel. Voilà. Donc oui, c'est tout ce que j'avais à te dire. J'espère que ça t'a aidé. Question de Bernadette. Bonjour Cindy. 5000 abonnés à ta chaîne. Toutes mes félicitations. Merci Bernadette. Car tu le mérites bien, tu t'en donnes les moyens. Alors pour moi, la question est plutôt de savoir combien de temps il t'a fallu pour dessiner et reproduire correctement un animal ou tout autre sujet avant de peindre au pastel. En effet, la maîtrise du dessin est primordiale pour pouvoir obtenir une peinture correcte, mais si bien sûr, même si bien sûr la technique de peinture proprement dite est également très importante. Je sais que tu n'es pas passé par les beaux-arts, cependant as-tu pris quelques cours de dessin malgré tout? Et si c'est le cas, peux-tu nous expliquer comment tu as procédé? Je te remercie de tes renseignements et te souhaite une belle journée. Donc effectivement, je n'ai pas fait les beaux-arts et non, je n'ai pas pris de cours de dessin. Mais par contre, en fait, à partir du moment où j'ai su que je voulais devenir professionnelle, je me suis mise à dessiner constamment. Mais quand je dis constamment, c'est constamment. Et je pense que ça explique pourquoi j'ai progressé. Après, te dire combien de temps ça a pris, je sais pas. Ça, franchement, je sais pas. Je pense que c'est une question d'années. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est difficile à dire parce que quand tu débutes, tu vois pas tes erreurs. Donc, si tu veux, j'avais conscience de pas avoir un très bon niveau, mais je voyais pas nécessairement à quel point. Donc maintenant, quand je regarde mes premiers dessins et ceux dont j'étais le plus fière, je suis horrifiée, quoi. Je me dis, mais mon Dieu, j'étais vraiment fière de ça. Et donc c'est pour ça que c'est difficile à dire finalement. Mais en tout cas, il existe pas mal de techniques pour apprendre à dessiner, et notamment, j'ai donné le lien donc tout à l'heure vers la technique des formes géométriques qui consiste à simplifier son sujet au maximum. Tu as aussi la technique du quadrillage qui s'affiche aussi en ce moment. Et ça, ce sont des possibilités qui t'apprennent en fait, si tu veux, ça t'apprend à voir les choses autrement. Et pour moi, je sais que il y a eu un gros avant-après quand j'ai compris un truc bête, c'est qu'il fallait surtout pas commencer à foncer tête baissée dans son esquisse et à dire voilà, alors je fais l'œil. Bon, alors je fais un bel œil. Après, je vais devoir faire le deuxième. Alors où est-ce que je le place par rapport au premier? Bon, c'est à peu près par là. Ça, c'est hyper dur. Il y a des gens qui arrivent très bien. Il y a des gens qui ont vraiment un don pour ça, pour positionner les choses à l'instinct. Mais en fait, à partir du moment où j'ai compris, il y a des points de repère en fait. Et l'autre œil, je le positionne parce que je vois que la distance qui sépare les deux yeux, elle est à peu près égale à la distance, enfin à la longueur d'un œil. À partir du moment où tout ton dessin, où tu comprends que tout ton modèle est composé de points de repère que tu peux utiliser, et en fait, au plus tu l'avances, au plus tu crées des nouveaux points de repère, et ben, il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui se débloque et ça se déroule. Après, tu comprends comment ça fonctionne, quoi. Mais ça, encore une fois, pour revenir à la question qu'avait posée Floriane pour dessiner d'imagination, ça t'apprend à reproduire la réalité, enfin à reproduire ce que tu vois. Ça t'apprend pas après à créer tes sujets de façon voilà, genre j'imagine un lion, je vais le sortir comme ça de mon imaginaire. Ça, j'en suis complètement incapable, hein. Il faut rester réaliste. Je ne sais pas aujourd'hui inventer un sujet de toute pièce. J'ai besoin de photos de référence, même quitte à prendre plusieurs photos de référence, mais voilà, j'ai besoin d'observer pour reproduire. Après,
je te le redis du coup si jamais tu avais loupé la première question de Floriane, il y a mon ami Pete qui a de très bonnes formations pour justement apprendre à faire des croquis réalistes. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description de la vidéo. Et il est beaucoup plus à même que moi à te renseigner sur ce sujet. Question d'Antoinette. Bonjour Cindy, merci pour les books et les vidéos, tout est très bien expliqué. Peux-tu me dire quelle taille crayon tu utilises? Je galère pour avoir des pointes fines avec un cutter, je ne trouve pas de bon taille crayon, merci. Alors Antoinette, pour ma part, j'utilise un taille crayon de marque Swordfish, je te mets le lien dans la description de la vidéo. C'est un taille crayon que je conserve uniquement pour les zones très fines, où j'ai vraiment besoin d'une pointe particulièrement fine. Parce que c'est un taille crayon qui est super pour les crayons pastels, il casse pas la mine, il fait des mines hyper longues, hyper pointues. Mais par contre, après un certain nombre d'utilisations, alors ça dépend de la fréquence à laquelle tu l'utilises, mais globalement, avec une utilisation régulière, les lames vont s'user quand même assez vite, et c'est un taille crayon qui est quand même pas donné. Donc c'est pour ça que je le garde vraiment pour mes petits détails. Sinon, je fais au cutter comme toi, je dégage ma mine et effectivement la mine est épaisse, mais en fait c'est ta manière de tenir ton crayon qui va te permettre de l'affûter toi-même quand tu vas l'utiliser. C'est-à-dire qu'au lieu, en fait, moi j'utilise jamais la pointe du crayon, mais vraiment je crois que je l'utilise jamais. Ça peut peut-être m'arriver pour des tout petits éclats, mais c'est très rare. En général j'utilise le côté. Et en fait si tu veux, quand tu frottes ta mine sur ton papier, tu la tournes un petit peu au fur et à mesure et de cette façon, tu mets en couleur ce que tu veux mettre en couleur. Et au fur et à mesure que tu l'uses, et ben elle devient pointue et après tu obtiens des mines très pointues comme ça que tu vas pouvoir utiliser pour tes petits détails. Question suivante. Je commence à avoir mal à la gorge. Ça va, il reste pas beaucoup de questions. Question de Chantal. Salut, je suis toujours aussi dingue de ton travail. Ma question porte sur le temps. En moyenne, combien de temps tu mets pour faire un pastel, disons, format A4? Alors merci Chantal pour tes compliments. Je vais te faire la même réponse qu'à Anita. C'est très difficile à dire parce que ça dépend totalement du sujet. Et comme en plus, je ne me fais plus comme je faisais avant des journées complètes le nez sur mes pastels. J'essaie de répartir sur différentes séances en fait pour essayer d'avoir un regard beaucoup plus reposé à chaque fois. Je trouve que je suis beaucoup plus efficace comme ça et du coup c'est d'autant plus difficile pour moi de compter mes heures. Mais pour te donner un exemple, le cours sur les coquelicots de mes cours vidéo, il dure 2h30. Et à côté de ça, le portrait d'Iron qu'on mentionnait tout à l'heure, le chat tigré qui lui était assez complexe, je pense que j'ai bien dû y passer le double de temps sans aucun problème. Parce qu'il est plus compliqué, il y a plus de détails, donc ça dépend. Mais par contre, attention, je profite de ta question parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, le temps de travail. Parce que il y a beaucoup de gens qui se comparent comme ça et qui disent, bon alors Cindy elle passe 2 heures, donc moi il faut que j'y passe 2 heures. Mais il faut surtout pas faire ça, ne faites pas ça. Parce que vous pouvez pas comparer quelqu'un dont c'est le métier et qui fait ça à temps plein avec vous qui peut-être êtes en train de découvrir le pastel ou peut-être que vous le pratiquez depuis un petit peu de temps mais vous sur un rythme de loisir, donc ça va être 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Donc on n'a pas du tout la même expérience, on n'a pas du tout la même façon de faire et quand vous débutez, vous avez besoin de plus de temps, c'est normal. Et d'ailleurs, je sais plus qui est-ce qui m'avait envoyé un mail récemment à propos d'un de mes cours. Je crois que c'était Myriam, mais je suis pas sûre. Désolée si je mélange les prénoms. Mais elle me disait justement que elle avait fait le cours sur Cookie, je crois. Je suis pas sûre. Elle avait fait un de mes cours et elle me disait bon voilà, toi t'as mis 2h30, mais moi il m'a fallu tant d'heures parce que voilà, je te mettais sur pause parce que peut-être que comme vous débutez, vous avez pas des gestes, ça coule pas de source comme moi parce que moi j'ai des heures et des heures de pratique dans les pattes. Donc ne comparez pas votre temps de travail au mien parce que ce n'est pas comparable. Donc prenez de toute façon, s'il y a une seule chose à retenir de ma réponse, prends tout ton temps. Ne te presse jamais quand tu décides.
Moi, je me suis pressée pour le 10 minutes, le 10 minutes challenge de Ryan où il fallait faire un tableau en 10 minutes. Et je peux te dire que du coup, tu passes à côté de plein de choses. Donc, prends tout ton temps. Et je te dirais même que souvent, quand quelqu'un m'envoie un tableau en me disant voilà, je vois bien qu'il y a plein d'erreurs, il y a plein de défauts, je suis pas content, et ben en général, c'est qu'il a pas passé assez de temps dessus, qu'il a décrété voilà, j'ai passé 2 heures dessus, maintenant c'est fini, il est terminé, j'y touche plus. Mais en réalité, s'il avait passé une demi-heure de plus ou 3/4 d'heure de plus, son tableau, il serait devenu vraiment beaucoup mieux. Très souvent, c'est juste une question de à quel point vous avez envie d'y accorder du temps. Pardon, je cherchais mes mots. Question suivante. Question de Rosie Lisa. Bonjour Cindy, je me demandais ce qui t'a pris le plus de temps ou ce qui a été le plus difficile pour créer ton dernier livre numérique et ce que tu as le plus aimé, faire les vidéos, détailler tes astuces, la construction du livre, etc. C'est une bonne question, Rosie Lisa. Alors, alors, ta première, c'est qu'est-ce qui m'a pris le plus de temps? Bah, les pas à pas, clairement. Les pas à pas m'ont pris beaucoup de temps parce que du coup, c'est vrai que je fais une étape. Je prends la photo et du coup, vite, il faut que je note tout ce que je viens de faire pour pas oublier. Du coup, c'est vrai que ces genres les exercices, j'aurais pu les faire de façon très rapide. Mais j'aurais risqué d'oublier des choses. Donc, je préférais m'interrompre entre chaque étape et vraiment tout noter, quelle couleur j'ai utilisée, qu'est-ce que j'ai fait, pour m'assurer qu'il soit le plus détaillé possible. Et c'est pas parce que ça a été long que j'ai trouvé ça, que j'ai le moins aimé, ou que j'ai trouvé ça le plus difficile. Je trouve que c'est aussi très intéressant et ça m'a permis aussi de mettre à plat, de décortiquer ma propre façon de faire et de réfléchir à des choses que je faisais naturellement sans vraiment y penser. Et finalement, j'ai trouvé ça super enrichissant pour moi aussi. Donc je dirais que ce livre avait pour vocation de vous apprendre le pastel animalier, mais il m'a aussi beaucoup appris. Après, qu'est-ce que j'ai préféré C'est difficile à dire là encore. Oui, c'est vrai, la construction du livre a été très sympa parce qu'en fait, il y a quelque temps, j'avais fait passer une étude, un sondage à ma liste d'abonnés. Et je leur demandais justement qu'est-ce qui leur posait le plus de problèmes, qu'est-ce qu'ils avaient envie que je mette dans mon livre. Et du coup, ça a été un grand plaisir pour moi de découvrir vos réponses, même si elles étaient très 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 nombreuses. Du coup, j'ai eu beaucoup de lectures, mais ça a été très instructif. Ça a été très agréable à lire aussi parce que il y a des gens qui ont profité pour m'écrire des petits mots. Enfin, j'ai trouvé ça très sympa et finalement. Je pensais que ce serait difficile de trouver la meilleure façon de présenter les choses. Et ça a été assez évident. À la lecture de vos réponses, finalement, j'ai su... c'est grâce à vous, finalement, vous avez facilité les choses. Donc voilà. Je pense que finalement, le plus difficile, ça a été de m'y mettre, tout simplement. Et comme souvent, parce que je m'en faisais une montagne, j'appréhendais, je me mettais la pression... sans trop de raison finalement et après à partir du moment où c'était lancé, où j'ai commencé les premiers pas à pas, du moment où le tout premier pas à pas que j'ai fait pour mon livre c'était l'œil de Dexter et du moment où j'ai fait cet œil je me suis dit c'est bon, ça va bien se passer. Après les idées ont afflué, j'avais déjà plein d'idées mais au fur et à mesure que je le faisais je trouvais toujours des choses à rajouter. Donc ensuite Rosie Lisa, tu me poses une deuxième question. Tu me dis, je me demandais quelle a été la réaction de ta famille et de tes proches quand tu as décidé de te lancer à ton compte dans le métier de pastelliste et ce qu'ils en pensent aujourd'hui. Alors je t'avoue que comme on peut s'y attendre, je ne me sentais pas très bien à l'idée de me lancer à mon compte parce que j'ai tenu à faire une école de commerce. Et c'est une école qui a quand même un coût assez important. Et pour mes parents, ça faisait quand même... un investissement. Donc, je me sentais assez mal de leur annoncer, en fait, finalement, je sais que c'était très cher et que je me vouais à une grande carrière dans le marketing ou dans le commerce et finalement, ça ne me plaît pas du tout. Donc, je vais me lancer à mon compte dans le pastel animalier. Donc c'est vrai que ça a été un moment un petit peu difficile. Bon,
j'ai quand même une famille tolérante, hein, donc je peux pas dire que mes parents étaient ravis, mais ils m'ont pas non plus mis la misère, ils se sont pas non plus interposés entre mes projets et moi. J'avoue que je suis quand même du genre à dire, quand on me donne des conseils, à dire oui, et puis au final à faire comme je l'entends. Donc c'est vrai que ma mère me recommandait chaudement de me lancer dans un métier commercial, de travailler dans une entreprise pendant quelques années et de me lancer dans les pastels après. Parce qu'elle se disait comme ça, si jamais ça marche pas, j'aurais quand même un peu d'expérience et j'aurais pas un gros trou béant dans mon CV, ce qui a du sens. Hein. Et moi je me disais, j'ai pas du tout envie de me réveiller dans 20 ans et de me dire, ma pauvre Cindy, t'es passée à côté d'un truc, t'as jamais ne serait-ce qu'essayé. Et aujourd'hui, t'es embourbée dans un job que t'aimes pas, parce que je pense que je l'aurais pas aimé de toute façon, vu comme j'étais partie. T'as même pas ne serait-ce qu'essayé que de vivre de ta passion, et si ça se trouve, ta vie aurait été radicalement différente. Et autre chose que je me disais, mais de quel droit est-ce que tu peux rendre tes parents responsables de ton malheur? Parce que finalement, ça aurait été ça. Admettons que j'écoute mes parents et que je dise ok, je me lance dans un job classique. Je suis malheureuse. Est-ce que toute ma vie je vais reprocher à ma mère de m'avoir influencée et de m'avoir empêché de vivre mes rêves? Enfin non, c'est inacceptable. Je peux pas faire ça. C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas écouter les conseils de mes parents et de me lancer, de faire ma tête de mule et de me lancer. Je ne regrette pas. Je n'en veux pas le moins du monde à mes parents parce que je pense que c'était une attitude tout à fait logique et tout à fait pour mon bien. Disons que la solution qu'ils me proposaient était la plus rationnelle et la moins risquée, du moins, la moins risquée. Donc, je suis contente qu'ils me l'aient proposé, je suis contente de l'avoir refusé, d'en avoir fait qu'à ma tête, parce que ça m'a encore plus appris, ça m'a appris que dans la vie, il ne faut écouter que soi, et bien sûr on peut écouter des conseils, mais à la fin c'est notre vie à nous, et il n'y a que nous qui pouvons prendre ce genre de décision. Il faut pas rendre les autres responsables des décisions qu'on prend, surtout des décisions aussi importantes que celle-là. Donc voilà, c'était une très longue réponse, désolée. Dernière question. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Hein. Peut-être que vous êtes en train de faire du pastel. Alors, sachez que c'est presque terminé. C'est la dernière question posée par Toinette. Bonjour Cindy, tu nous dis être autodidacte. Mais comment as-tu fait pour devenir si pro, si parfaite ? J'aime ce que tu fais, je regarde plusieurs fois tes vidéos, relis tes livres et constate mes progrès. Merci pour tout, 1000 bravos. Oh, Toinette, tu es adorable, mais non, je ne suis pas parfaite. Ouh là là, personne n'est parfait, alors sûrement pas moi. En fait, pour répondre à ta question, qui je pense est plus un compliment qu'une réelle question, et je te remercie encore une fois, je pense que c'est simplement une question de temps, et le fait que je fasse ça à temps plein, ben voilà, ça me fait progresser beaucoup plus vite que quelqu'un qui fait ça pour ses loisirs une fois de temps en temps, ou ne serait-ce qu'une heure par jour. Imagine-toi que moi, quand je me suis lancée, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, il fallait que ça marche. Il fallait vraiment que ça marche. Donc, j'y étais de 9h jusqu'à 6h. Donc, imagine-toi que quand tu dessines de 9h à 6h non-stop, et quand je dis non-stop, c'est je prenais pas de week-end. J'ai passé, je sais pas combien de temps, mais je dirais minimum 2 ans. Minimum 2 ans à ne pas prendre de week-end et à culpabiliser. Ça, je m'en souviens, ça m'a marqué. Mon copain m'a dit, Cindy, on sort là, on bouge parce que c'est plus possible. Tu peux pas rester enfermé à dessiner comme ça tous les jours. Donc, on est allé se promener dans un parc. Et je regardais autour de moi, je voyais toutes ces belles choses. Il faisait beau, il y avait des fleurs partout, c'était magnifique. Mais j'avais qu'un seul truc en tête, c'était mince. Là, je suis pas en train de dessiner. Je perds du temps. Et ouais. Enfin, c'est un truc qui m'a marqué, que je voulais vous raconter parce que c'est marrant, quoi. J'étais tellement à fond dedans, et ça reflète bien
mon état d'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais à 100%, même à 200% dans cette activité. Il fallait que ça marche. C'est aussi un message pour ceux qui se lancent. Je sais qu'il y en a énormément qui se lancent tous les jours, mais c'est incroyable, hein, c'est hallucinant. Il se passe pas une semaine sans que je reçoive minimum un email, mais souvent beaucoup plus, de personnes qui me disent « ça y est, je suis professionnelle, je fais des portraits sur commande ». Alors c'est un message pour vous. Si vous voulez en vivre, alors si vous faites ça juste voilà pour avoir un petit revenu complémentaire et que vous travaillez à côté, très bien. Mais par contre, si votre objectif c'est d'en vivre, ne comptez pas vos heures parce que c'est à mon avis aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous démarquer, il faut y aller quoi. Il faut vraiment travailler. Et c'est sur ces mots que je vais vous laisser, car cette vidéo est bien assez longue et j'ai mal à la gorge et j'ai soif. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi ça m'a beaucoup amusé de répondre à vos questions. J'espère que mes réponses vous conviennent et que j'en ai pas oublié. Je sais pas, je vais vérifier quand même et si jamais j'en ai oublié, je répondrai par écrit sur mon blog. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tutoriel, un speed painting agrémenté de commentaires sur ma dernière aquarelle que vous avez peut-être vu passer sur Facebook. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci d'être resté avec moi pendant tout ce temps. J'espère que je vous ai bien distrait pendant que vous faisiez, peu importe ce que vous faisiez. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!